Alors on va suivre le même rythme, hein, puisque on ne change pas une équipe qui gagne. Donc Franklin Azy, on va lui donner la parole. Je rappelle que Franklin Azy, j'ai déjà parlé des Alstom, parce qu'il intervient, il va nous raconter comment il passe de l'industrie à la culture, mais qu'il n'en est pas à sa première intervention, qu'elle travaille parallèlement sur un très gros enjeu patrimonial, qui est la transformation des bâtiments de Zerfus à Tours, et puis aussi, et ça intéressera M. Pinard, justement sur un bâtiment d'immobilier d'entreprise des années 70, voilà, on pourrait dire un typique vintage dont on pourrait se demander si l'obsolescence n'allait pas le pousser vers la tombe. Et ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer. Franklin, c'est à toi. Alors, je vais essayer de rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit dans la précédente conversation. Je crois qu'il y a quand même une différence, c'est que le coût de la construction n'a pas réellement changé depuis un siècle d'une certaine manière, mais par contre, la manière de construire a énormément changé. Et j'ai fait une conférence il y a peut-être 6 mois là, au Pavillon d'Arsenal où je parlais un petit peu de ce que j'ai appelé l'argent invisible. Alors quand on parle d'argent invisible, c'est en fait l'ensemble des techniques qui sont embarquées dans un bâtiment, qui est quelque chose qu'on ne demandait pas à l'époque à Oscar Niemeyer. Il n'y avait pas de courant faible, il n'y avait pas d'alarme, il n'y avait pas de caméra vidéo, il n'y avait pas de détection incendie. Et en fait, le poids de tous ces éléments-là, on les a englobés dans le prix global d'un bâtiment. Donc il y a bien un moment où nous, architectes, il faut qu'on ait l'intelligence de trouver de l'argent pour avoir les mêmes moyens de fabriquer l'architecture. Et je pense que la réhabilitation, c'est un de ces moyens. Alors, tous les maîtres d'ouvrage ne seront pas forcément d'accord avec ça, mais je pense qu'un squelette a une valeur. Le squelette d'un bâtiment a une valeur. Je pense que c'est comme un organe, c'est comme un corps humain, et je vais avoir cette approche non pas du tout patrimoniale aujourd'hui, même si je pourrais l'avoir, mais je vais plutôt avoir une approche technique. C'est-à-dire qu'un bâtiment a un squelette. Ce squelette, s'il est suffisamment bien pensé, et encore une fois, je pense qu'il y a vraiment un critère d'analyse quand on aborde un sujet de réhabilitation qui doit être assez complexe. Et plus on avance dans notre recherche, plus ce critère d'analyse il se perfectionne. C'est vrai que dans un bâtiment, il peut y avoir par moments des acquis urbains. Si on démolissait un bâtiment, on ne pourrait plus jamais reconstruire la même chose. Et un maître d'ouvrage perdrait de l'argent, concrètement, puisqu'il y aurait moins de mètres carrés. Il y a aussi clairement toutes les questions des normes. Il y a certains bâtiments qu'on ne pourra jamais remettre aux normes, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les normes sont devenues extrêmement dures à en faire la synthèse. Je vais vous montrer un premier exemple, qui est l'exemple de Nantes, dans lequel justement on s'est vraiment posé la question, on démolit pas. Et la question était ouverte, c'est-à-dire dans le concours, d'autres architectes ont eu une réponse de démolir entièrement et de reconstruire. Les problématiques étaient très 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 difficiles. Structure métallique qui ne résiste pas au feu, on l'a dit tout à l'heure, une zone sismique qui a augmenté en cours d'études pendant le concours, donc qui nous posait un grand problème. Énorme pollution au plomb sur les aciers qu'on connaît sur ce genre de bâtiment industriel. Et notre approche a été finalement de se dissocier entièrement de l'existant, de considérer le bâtiment. Ça c'est les façades latérales, donc on est sur l'île de Nantes, en plein cœur de l'île de Nantes, derrière le bâtiment de Jean Nouvel du Palais de Justice. C'était des bâtiments qui fabriquaient des hélices de paquebots, et qui étaient uniquement éclairés zénitalement. Donc notre premier geste, ça a été de transformer entièrement les pots et de les rendre transparentes pour apporter de la lumière pour une transformation d'usage, puisqu'il s'agit d'une école des beaux-arts maintenant. Donc on passe vraiment de l'industrie à la culture, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait le bâtiment s'y prête très bien. Et les bâtiments se prêtent très bien à leur transformation quand il y a une économie aussi de la structure. Et ça, j'ai vraiment cette conviction que moins il y a de structure dans un bâtiment, plus il est flexible. C'est plus facile de remplir que de démolir. Et il y a une forme d'évidence avec le poids même d'un bâtiment pour le réhabiliter. Donc on a transformé cette peau entièrement transparente et on est venu créer en fait ce qu'on appelle un parapluie, comme un parapluie de grand-mère transparent qui vient s'occuper uniquement de l'étanchéité à l'eau. Et on a dissocié l'étanchéité à l'eau de l'étanchéité thermique en venant créer des bâtiments qu'on voit... Voilà, qu'on voit ici,
qui sont en fait des bâtiments dont la thermie est très très bien gérée, puisqu'on n'a aucune irrégularité dans la forme, on peut avoir un manteau très performant, disons thermique, mais l'intelligence est venue d'un problématique économique. C'est que si on essayait d'isoler ces halles, on bouffait tout le budget. Donc on a dissocié les deux. On a fait l'enveloppe thermique et l'enveloppe pluviale. Donc je crois aussi que quand on aborde la réhabilitation, il faut extrêmement bien connaître un bâtiment. Et je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur les diagnostics des bâtiments, parce qu'on en fait finalement pas mal, mais peut-être pas suffisamment. Et on a souvent des surprises en cours d'études dans la réhabilitation, comme tout le monde sait. Et pour que certains maîtres d'ouvrage soient moins frileux sur les réhabilitations, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur, c'est qu'il faut quand même réduire les aléas. Et plus on réduit les aléas, plus, je pense, certains maîtres d'ouvrage iront vers des réhabilitations lourdes de transformation d'usage. Donc, bon, ce bâtiment est vraiment d'une forte simplicité, mais disons dans la pratique, ce qui va nous permettre aussi, c'est que le fait d'avoir fait cette réhabilitation, c'est qu'on a pu réhabiliter plus de mètres carrés que si on avait construit en neuf, d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que le bâtiment est constitué de vide et de plein, et les espaces vides qui sont au cœur du bâtiment ne coûtent pas d'argent à construire. Alors qu'on dit toujours que l'espace coûte de l'argent à construire, l'espace étant préexistant, on n'a pas eu à payer cet espace. Voilà. Alors, deuxième projet qui est assez intéressant, faut peut-être que j'aille plus vite, c'est un bâtiment qui est à Tours, qui accueillait les imprimeries MAM, qui imprimaient les Bibles à une époque, et qui a eu certains problèmes financiers, et la ville de Tours, l'agglomération de Tours, a décidé de racheter ce bâtiment qui avait été construit par Zerfus Prouvé, et il y avait des interventions d'un artiste qui s'appelle Pilet, qui est un plasticien, qui travaillait dans le groupe Espace. Donc c'est un bâtiment qui était extrêmement intéressant dans son approche justement de flexibilité. Et c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur les outils de production, parce qu'ils anticipent leur transformation d'une certaine manière. Et ce bâtiment de Zerfus Éprouvé, était intéressant parce qu'il était construit avec des poteaux-poutres, avec des systèmes de remplissage, pour pouvoir en fait faire évoluer le bâtiment, qu'on puisse démolir une trame entière, qu'on puisse la retirer. Et dans le cours de la vie de ce bâtiment, il a été énormément transformé. Quand il y a une nouvelle machine qui arrivait pour faire des nouvelles impressions, il faisait un trou dans le mur, il passait la machine et il rebouchait le trou après. Et ça, je pense que c'est le principe d'une sorte de squelette assez léger qui permet cette forte transformation. Alors, il ne restait plus grand-chose du bâtiment. Donc on a fait une grande analyse de l'ensemble des châssis, parce que tout le bâtiment comprend une dizaine de châssis de typologies différentes, pour le reconstituer. Alors on va me dire, c'est un bâtiment qui est monument historique, et on a construit avec un prix de bâtiment normal. C'est-à-dire qu'on a réutilisé des châssis du commerce, on les a réadaptés avec les entreprises, et même si on était extrêmement regardé par les services de la DRAC, par les monuments historiques, on a réussi à sortir un coût de bâtiment qui est comme un bâtiment normal, alors qu'on est patrimoine, monument historique. Et voilà. Donc là, c'était... c'est vraiment l'idée de transformer un bâtiment d'usage aussi. C'est-à-dire qu'on passe très bien de l'industrie à la culture. On le voit bien, puisque en fait, la culture a le même besoin d'espace que l'industrie. Ce qui n'est pas forcément vrai avec le logement et le bureau, où on a des hauteurs sous plafond qui sont assez maîtrisées. Mais c'est vrai que l'industrie et la culture, la transformation se fait souvent sans douleur. On a eu d'autres expériences à Lille, par exemple, avec la gare Saint-Sauveur ou le Tripostal, où on a transformé une gare en un centre culturel. Et ça se passe toujours bien. Dernier exemple de réhabilitation, c'est un bâtiment qui est boulevard Aspaille. Mon client est la Cogedi, mais c'est un bâtiment qui vient d'être vendu à la Française. Bâtiment des années 70, très très typé à plein d'égards, qui avait été fait avant la crise énergétique, entièrement transparent, avec l'idée de faire de l'architecture américaine dans un gabarit haussmannien, donc quelque chose d'assez atypique. Et évidemment, ce bâtiment-là était devenu entièrement impropre à son usage. Il faisait extrêmement chaud à l'intérieur, c'était une serre, et mon maître d'ouvrage m'a demandé analyse le bâtiment et dis-moi si on le garde ou si on ne le garde pas. C'était un bâtiment qui était remarqué, encore une fois, pas inscrit, et dont l'architecte est encore vivant. Il s'appelle Michel Herbert, qui est un architecte qui a énormément produit pendant des années et des architectures de très bonne qualité.
Et donc, on a fait toute une analyse pour réussir à démontrer qu'on pouvait garder une façade extrêmement vitrée au nord, ce qu'on ne fait plus maintenant en conception neuve. C'est-à-dire qu'en conception neuve, on a un précipe, les bureaux d'études environnementaux nous donnent un pourcentage de plein et de vide qui fait qu'on est en train de construire des monstres un petit peu partout. Et là, on a réussi à démontrer avec des calculs assez précis que cette façade pouvait rester au nord et qu'il fallait l'opacifier au sud. Donc ça, c'est la façade nord sur le boulevard Raspail. Et alors, autre chose très importante, c'est l'acquis urbain. On a un linéaire de façade sur ce bâtiment qui est colossal. Il y a beaucoup de lumière qui rentre à l'intérieur des plateaux. Pourquoi? Parce que l'architecte de l'époque ne s'était pas mis à l'alignement comme ce que demanderait le PLU actuel. Donc on leur a dit, ça c'est une qualité du bâtiment qu'il faut garder, qu'on ne pourrait jamais plus refaire. Voilà. Si on devait redéposer un permis de construire avec un bâtiment moderne, on perdrait toutes ces qualités d'implantation urbaine et d'insertion dans le site. Voilà. Et ça c'est la façade sud, où on est venu opacifier certaines verticalités pour y placer des ouvrants de confort qui n'existaient pas à l'époque, puisque tout était en climatisation. Et on a placé des ouvrants de confort dans les parties pleines pour qu'elles soient camouflées et qu'on ne retrouve pas de nouvelles horizontales. Voilà. J'étais un peu long, je pense, non? Oui. C'était très bien, merci. Nous allons enchaîner avec M. André Champeau, qui est directeur du développement de Réagreen, qui est une filiale de Bouygues Immobilier. Alors, Réagreen, il y a deux mots, hein, réhabilitation et green. Green, on voit bien que alors justement, ça va m'amener à vous évoquer un peu l'histoire. Pourquoi Réagreen? Déjà, simplement, qu'est-ce qu'un promoteur? C'est quelqu'un qui répond aux besoins de ses clients. Rien d'autre. C'est déjà beaucoup. Et donc, construire des logements pour les familles, pour les Français, c'est très engageant. Et construire des bureaux ou des équipements tertiaires divers pour les entreprises, c'est très important. C'est notre vocation. On ne fait que ça. On a un outil formidable qui est accessible à tous, qui n'est pas breveté, déposé, enfin si, mais on l'utilise partout, c'est Excel. Et en fait, un promoteur fait de l'immobilier avec Excel, et surtout en immobilier d'entreprise. Alors, comment Excel se greffe avec le recyclage, la reconstruction, le réemploi? On fait aussi du réemploi. Eh bien, j'ai essayé de vous l'expliquer. Jusqu'à, disons, aux années une dizaine d'années, on construisait toujours plus grand, toujours plus vite. Et puis est arrivé deux choses. La première chose importante pour nous, c'est le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement a vraiment donné des ambitions, et c'était un consensus national, sur l'énergie, sur l'environnement. C'était un premier pas. Aujourd'hui, on est en train d'en préparer un autre, mais c'était un premier pas très important, à tel point qu'on a réorganisé l'entreprise. On a créé une chaîne de produits, les immeubles neufs à énergie positive, et la réhabilitation, la restructuration de patrimoine. Et on est parti, la fleur au fusil, sur ce deuxième thème, avec comme arme et bagage le Grenelle de l'environnement. Et donc nos clients, je vous dis qu'on travaille que pour nos clients, ce sont des propriétaires, des utilisateurs, des investisseurs. Et on a été écouté très très poliment, hein, mais on n'a pas ramené beaucoup d'affaires. Pourquoi? C'est parce que investir dans un immeuble, c'est un choix très lourd. Il faut qu'il soit justifié. Tout à l'heure, on a dit, bien sûr, quand l'immeuble est vide, là, on se pose beaucoup de questions. Mais tant que l'immeuble est plein, les questions ne se posent pas. Et à la limite, sur certains marchés, les immeubles vivotent et les problèmes de restructuration ne sont pas aussi prégnants que sur d'autres marchés. Donc, le deuxième aspect qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est que le marché de la restructuration a changé avec un élément qui est la crise. Pourquoi? Parce qu'il y a certains grands projets de restructuration, notamment, on peut en citer sur la Défense, que tout le monde a connu, qui ont été engagés sur des évolutions vers la hausse des valeurs locatives, c'était toujours plus, et sur plus vite, à tel point que certains projets de restructuration de la Défense ont été engagés, et je dis bien de restructuration, parce que la démolition-reconstruction n'était pas plus coûteuse, elle était simplement plus longue.
et elle amenait plus de risques administratifs, de permis de construire, de recours. Donc cette époque est révolue. Et aujourd'hui, on est un peu dans un schéma où on doit faire plus avec moins. Autrement dit, nous travaillons sur des immeubles qui ont une valeur aujourd'hui plus faible que ce qu'ils avaient il y a quelque temps et qui peuvent avoir encore une valeur plus faible demain. Et donc, à partir de là, comment faut-il procéder? Eh bien, c'est identifier tous les axes, tous les leviers sur lesquels on peut agir. Alors, pour le propriétaire, c'est le levier de création de valeur. Mais quand on parle de création de valeur, ce n'est pas simplement du loyer, du taux de capitalisation. C'est aussi de la valeur d'usage, de la flexibilité de l'immeuble, du confort, des qualités sanitaires de l'immeuble. Et donc, nous allons travailler en intégrant toutes ces données et en essayant d'abord de repositionner l'actif sur un marché. Parce qu'on ne va pas agir de la même façon si on est à Paris intramuros, grand quartier central des affaires, partie nord, nord-est de Paris, première couronne parisienne, et je ne dis pas deuxième ou troisième couronne. Les réflexes vont pas du tout être les mêmes. Alors comment agir? Eh bien, on se donne 2 étapes fondamentales. La première, c'est tout ce qu'on balaye dans l'audit, l'analyse. On n'aborde pas un terrain comme ça avec une idée préconçue. On va analyser tous les éléments de l'existant. Est-ce que le terrain est pollué? Est-ce qu'il y a de l'amiante? Qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Est-ce que les règles d'urbanisme ont changé? Quelle est la réceptivité des villes, de l'environnement à recevoir un nouveau projet? Quels sont les différents usages qu'on peut développer sur un site? Toutes ces questions, il faut se les poser, les identifier, pour ensuite passer à l'étape suivante, qui est l'étude de scénario. Et après ce petit exposé, je vous donne quelques exemples. L'étude de scénario, c'est-à-dire que pour un propriétaire en immobilier entreprise, moins ça coûte cher, plus ça va vite, mieux il est content. Mais il est content à condition qu'il reloue derrière. Si l'immeuble est vide, c'est loupé. Et donc, grosso modo, il y a à peu près 5 familles de scénarios. Le premier, c'est le peinture moquette. Le locataire s'en va, en partie ou en totalité. Je remets un coup de propre et j'essaye de relouer. Et pour beaucoup d'actifs, ça ne suffit pas. Ensuite, je vais engager un certain nombre de travaux. Alors là, je vais essayer d'embarquer avec moi des qualités environnementales, de la performance énergétique, de la labellisation. Mais je vais essayer de rester quand même économique. Mais dans l'économie, c'est-à-dire peu d'investissement et que ça ne dure pas trop longtemps. Scénario type 2, vous voyez, on va dire la rénovation accompagnée d'une rénovation énergétique. Je change des appareils de climatisation, je remets l'électricité aux normes, je modifie les ascenseurs. La troisième, c'est que je veux aller me pousser plus loin. C'est-à-dire que je veux rendre mon immeuble concurrentiel avec des immeubles neufs. Auquel cas, il doit avoir les performances d'un immeuble neuf. Et là, souvent, je vais aimer à toucher aux façades. Parce que les façades actuelles ne permettent pas, alors sauf comme dans des exemples que vous avez cités, on peut faire de très belles restructurations en conservant des parties de façade que l'on ne referait pas aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais d'une façon générale, une façade des années 90, et c'est le principal marché de la restructuration en immobilier entreprise. Pourquoi? C'est parce que c'est à cette époque-là qu'on a construit à très forte cadence en région parisienne. Eh bien, il faut y toucher. Et là, si on touche aux façades, à ce moment-là, on est dans un autre type de projet. On va penser restructuration lourde, on va repenser les circulations, on va imaginer la flexibilité, la divisibilité locative, on va faire comme dans du neuf, on va faire une programmation du neuf avec les contraintes de la structure existante, en essayant de gérer au mieux les problèmes de hauteur, puisque les bureaux des années 90 ont été construit avec des hauteurs libres de 2,50 m éclatantes aujourd'hui, à tort ou à raison, et plutôt 2,60 m, 2,70 m, voire plus. Bon. Donc, scénario, vous voyez, beaucoup plus lourd. Et enfin, n'hésitons pas à imaginer la démolition-reconstruction.
n'hésitons pas. Et je vais en venir aux exemples. C'est possible, c'est vertueux, au moins pour la valeur du patrimoine réalisé, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, pourquoi ce n'est pas toujours le cas? Tout dépend justement de la qualité d'analyse, des audits, des mobilisations de compétences de bureaux d'études, d'architectes qu'on aura embarqués auparavant, parce qu'il faut embarquer beaucoup de compétences pour arriver. Et donc, elles ne sont pas des compétences uniquement internes à un promoteur comme Bouygues Immobilier, ces compétences qu'on va rassembler. Rassembler une équipe sur un projet de restructuration que l'on va embarquer de bout en bout, c'est fondamental autour de l'investisseur, en liaison avec les collectivités locales, pour réaliser un projet. Alors, je vais vous citer, pour conclure ce préliminaire, quelques exemples. On vient de livrer hier le campus Val-de-Bièvre de Sanofi à Gentilly. Gentilly, Val-de-Bièvre, ce n'est pas un site d'immobilier entreprise majeur, mais toujours est-il qu'il y avait une opportunité, c'est que la société Sanofi, qui était historiquement à Gentilly, voulait y rester, et qu'elle a accepté d'en partir pour y revenir après. Et pourquoi la démolition en construction a été pertinente? C'est qu'on a pu passer dans un environnement urbain à dominante pavillonnaire, à dominante de petits immeubles de logement. On est passé de 30 000 à 50 000 mètres carrés sur le même terrain. Il fait 2 hectares quand même, hein, donc on est dans des hauteurs de bâtiments R+4, R+5, hein, c'est tranquille. Mais le génie de l'architecte, c'est d'avoir conçu un campus, un esprit campus, en densifiant un site et en créant une qualité de vie, une qualité d'usage, où les thèmes du confort et de la santé, on peut y penser pour une société comme Sanofi, ont été des éléments programmatiques fondamentaux. Deuxième exemple, différent. Deuxième exemple, c'est des immeubles des années 90, le long du boulevard périphérique, du côté d'ici les Moulineaux, Paris 15e, vous pouvez les identifier, où, après avoir fait ces 5 scénarios, on était très très dubitatif sur faut-il démolir, reconstruire, faut-il restructurer. On avait des possibilités de densification, mais limitées. Et donc on a décidé de faire 2 projets avec 2 cabinets d'architectes, 2 cabinets de renom. Un a travaillé sur la démolition en construction, l'autre a travaillé sur la restructuration. Et on peut imaginer qu'en démolition-reconstruction, ils trouvaient plus de mètres carrés. Mais en restructuration, il allait quand même plus vite. Et pour le propriétaire, qui était une compagnie d'assurance, qui est une compagnie d'assurance, elle n'avait pas l'angoisse de démolition d'un actif. Les problèmes de permis de construire étaient, au niveau des risques et des recours, étaient excessivement plus limités. Et donc, on a opté pour le parti de la restructuration. On densifie, certes, on monte un étage de plus, avec une charpente plus légère, mais c'est la restructuration qui a emporté le morceau. Hein, troisième exemple que je voulais citer, qu'on fait avec Franck, sur un site parisien, où là, le choix n'a pas été tellement sur démolition, reconstruction ou restructuration, parce qu'on était dans un bâti parisien contraint qu'on devait conserver, sinon on perdait vraiment beaucoup de surface. On a travaillé sur le changement d'usage. Et donc là, on a fait 5 scénarios aussi. Mais on a fait un scénario tout en logement. On a fait un scénario en hôtel. On a fait un scénario tout en bureau. Puis on a fait des scénarios mixtes avec des résidences-services, avec des choses comme ça. Et à chaque fois, je vous ai parlé du tableau Excel, c'est qu'à chaque fois, évidemment, on va coter les valeurs, on va coter les coûts, on va mesurer l'impact des délais sur les frais financiers de l'opération. Et in fine, sur ce projet-là, la restructuration en bureau l'a emporté, mais ça aurait pu être autre chose dans un autre contexte, on va dire, d'imposition de logement. C'est-à-dire que pour faire du logement, on peut dire oui, tout le monde est favorable à faire du logement, à transformer du bureau dans logement. Encore faut-il faire quand même de bons logements. Et il faut le faire dans une équation économique compatible avec les attentes du propriétaire. Donc voilà, pour cet exposé, je pourrais vous citer d'autres exemples. On a à peu près 100 000 m² en 5 opérations de chantier en cours. C'est beaucoup de volontarisme, beaucoup d'humilité. C'est-à-dire on part toujours en copie blanche,
et on s'interdit d'avoir la réponse avant d'avoir à travailler. Et c'est s'entourer aussi de beaucoup de compétences autour de nous, entre nos architectes, nos bureaux d'études et les collectivités locales. Voilà. Merci. J'aimerais Anne Demillan maintenant de prendre la parole. Anne Demillan est beaucoup plus connue pour son travail, j'allais dire, sur des programmes entièrement neufs. Mais justement, la raison de sa présence ici, c'est qu'elle a gagné l'un des plus grands concours qui a fait courir tout Paris, et au plein cœur de Paris, à côté du rue d'Ulm, donc dans ce coin, à côté du Panthéon pour les non-parisiens, que je précise, et qui justement a posé la question de savoir s'il fallait transformer ou démolir tout ou partie. Donc la réponse dans quelques secondes. Merci Francis. Alors, les deux projets que je présente ici pour illustrer mon propos ont été conçus avec l'expertise de Pierre-Antoine Gattier, je voulais préciser, architecte en chef des monuments historiques. Alors, dans un pays comme la France, où le patrimoine tient une place importante, voire exagérée dans l'esprit d'une population capable de citer assez naturellement des monuments comme Versailles, Chenonceau, Chambord, le Louvre, la Tour Eiffel ou le Mont-Saint-Michel, il est toujours assez difficile d'annoncer qu'il va falloir détruire ou remplacer un bâtiment existant, même partiellement, par une construction neuve. L'architecture contemporaine, pourtant essentielle pour dynamiser l'économie d'un pays et redonner de la perspective aux nouvelles générations, reste par erreur trop souvent suspecte et ne convainc pas grand monde, là où l'obligation de conserver avant d'étudier reste un sport national. La tradition est largement représentée en France, trop, beaucoup trop, et ce ne sont pas des émissions de télévision comme Chef-d'œuvre en péril, La France défigurée ou Des racines et des ailes qui redonneront le goût de la modernité et l'envie d'un futur architectural aux Français. Il s'agit de savoir où situer exactement le patrimoine pour le rendre à nouveau utile. Et où nous situer, nous, architectes, dans cette histoire? Comment agir pour lui restituer des objectifs comme l'appartenance à la collectivité, l'équilibre économique d'une opération, le prolongement des valeurs esthétiques, les restaurations des dispositions émotionnelles et les injections de nouvelles activités. La modernisation architecturale du Louvre n'a-t-elle pas en effet rendu le palais du Louvre plus vivant et plus profitable? Et pourtant, il aura fallu oser y toucher. La transformation d'un bâtiment ne permet pas de faire l'économie d'un diagnostic particulier pour chaque bâtiment. Elle nous oblige à des réflexions spécifiques et pertinentes, adaptées d'une part à ce qu'on trouve sur les sites et dictées d'autre part par tous les objectifs qu'on lui aura fixés. Le rôle d'architecte se situe donc dans la recherche de solutions particulières, à chaque fois pertinentes, renouvelées et appropriées. Il s'agit d'accompagner, juxtaposer, superposer. Aussi, afin de clarifier cet avant-propos, je vous propose de prendre justement comme exemple 2 ouvrages pour lesquels j'ai été invitée récemment à proposer des mutations lourdes au cœur de leurs espaces existants ou de leur architecture. Il s'agit en premier lieu de la Poste du Louvre à Paris, concours pour lequel ma proposition en 2012 n'a pas été retenue, et de l'École supérieure de physique-chimie industrielle, le SPCI, concours pour lequel ma proposition en 2015 a été retenue, et qui se trouve effectivement rue Brossolette, rue d'Ulm, dans la montagne Sainte-Geneviève. Le premier, la Poste, consistait à restructurer complètement le bâtiment îlot, situé rue du Louvre à Paris, construit de façon complètement homogène et rationnelle par Julien Guadet en 1888. Le deuxième, le SPCI, consistait à repenser l'extension et la modernisation de l'école sur la base d'une succession d'ouvrages construits à des époques différentes depuis sa fondation en 1870, avec des architectures plus ou moins copiées ou reconduites les unes sur les autres. La Poste du Louvre reste un ouvrage exemplaire pour son unité de masse et de façade. Elle se présente comme une œuvre caractéristique de la pensée rationaliste de Guadet, pour laquelle j'ai choisi de ne travailler que sur l'intérieur. J'ai opéré un déplacement des vides intérieurs et remplacé le vide central par une succession de vides, ou cours, dont la dimension était plus adaptée à la destination des nouveaux programmes, notamment en matière d'éclairement. Pour le SPCI, qui n'était qu'un ensemble de bâtiments juxtaposés et superposés les uns aux autres, j'ai opté pour une refonte quasi complète de l'immobilier en place, tout en ne conservant que ce qui représentait un intérêt pour la mémoire du site et de l'école. Car, contrairement à la Poste du Louvre, il s'agissait de reconsidérer l'image globale de l'ouvrage en l'appuyant sur des morceaux suffisamment significatifs pour être conservés.
Ces deux rénovations lourdes, une reconversion pour la première, la Poste, et une reconsidération pour la seconde, le SPCI, ont en fait cela en commun, une obligation principale d'équilibre sur le plan économique. Ce que je devais traduire dans les deux cas par l'optimisation des surfaces pour en tirer le maximum d'utile. Ou plus précisément dit, pour la Poste du Louvre, ce que j'ai fait sans intervenir ni sur les façades, ni sur les charpentes métalliques remarquables que Julien Gadet nous avait laissées, j'ai développé dans la trame existante des sous-ensembles capables d'accueillir sur un même rythme des fonctions différentes. Le projet de rénovation était en quelque sorte soumis aux axes structurants, visibles et ineffaçables de Julien Gadet. Pour l'USPCI, les structures existantes s'avéraient incapables d'accueillir les programmes proposés pour refonder les existants et étendre l'école. L'extension qui avait été réalisée dans les années 2000 se montrait insuffisante pour intégrer une partie des nouvelles activités programmées. Trop étroite, trop mal construite, trop lourde à adapter et ne consommant même pas la hauteur maximale permise par le PLU. Une extension, en fin de compte, plus pénalisante à conserver qu'à démolir. Il fallait donc réintervenir sur des jauges devenues trop faibles. Et nous abordons là le fond de la question posée aujourd'hui. La transformation d'un ouvrage nécessite-t-elle nécessairement la destruction partielle ou complète de ses supports? Ou comment évalue-t-on objectivement l'économie réelle et la pertinence agissante d'un bâtiment reconverti au moment du projet? Dans le cas de la Poste du Louvre, à partir du moment où le regard sur l'histoire ne gênait pas, l'efficacité de la destination de l'ouvrage et que ni les façades ni les structures métalliques n'empêchaient de répondre intelligemment sur le contenu multiple de la reconversion, j'ai choisi de travailler sur les géométries existantes pour faciliter l'efficacité requise par les contraintes contemporaines. Dans le cas de l'école de physique et de chimie industrielle, la situation était différente. La fausse homogénéité de la façade était à l'opposé de l'image puissante et cohérente de la Poste. L'identité de l'école était à définir. Et compte tenu des ambitions de l'ESPCI en matière de visibilité, dont le concert international des grandes écoles engagées dans la recherche, il faut noter que ce sont 7 Nobel qui en sont sortis, Charpak, Pierre-Gilles de Gennes, Pierre et Marie Curie et d'autres. Il fallait, d'après moi, aller plus loin que la solution préconisée qui consistait à s'appuyer sur les extensions successives pour en rajouter une de plus. Pour cela, il a été utile de radicaliser la démarche et de considérer que l'histoire serait gardée à l'endroit où il serait profitable pour l'image finale de l'école, et reconsidérée partout où elle constituerait plutôt une gêne qu'autre chose. Mais par-delà ce positionnement que j'ai voulu sans équivoque, se pose la question de l'architecture elle-même, soulevée par un concours de cette nature qui fixe la prise de risque pour un architecte. Comment se soustraire en effet à cette attitude plus stratégique que constructive qui consiste à ne toucher à rien, comme si on devait obligatoirement être en harmonie avec ceux qui pensent que conserver coûte toujours moins cher que d'enlever et reconstruire. Dans la situation de la Poste du Louvre, les démolitions se faisaient sur l'intérieur et restaient moins visibles. Pour le SPCI, il m'aura fallu convaincre, et pas moins de 5 séances de démonstration et de comparaison de chiffres fut nécessaire auprès des services financiers de la ville pour montrer l'intérêt économique d'une proposition qui résonne à la fois sur l'investissement à terme et sur le coût des travaux. Car la culture du cosmétique n'est pas une bonne solution quand il s'agit de repenser, étendre et performer pour des décennies des institutions de cette nature. Je ne pouvais donc pas, sous prétexte que ça pouvait déplaire à ceux qui avaient rédigé les directives de la consultation, faire l'économie d'une réponse qui visait en priorité l'objectif de l'école. Cet objectif qui demeure, me semble-t-il, la performance d'usage pour accompagner les évolutions de l'école et des besoins des chercheurs. Or, s'il est apparu parfaitement clair qu'il fallait rattacher au nouveau plan masse tout ce qui avait contribué à l'histoire d'un immeuble fortement marqué par ses singularités, comme ses façades de briques, ses bas-reliefs de surface de mosaïque, l'expression visible de ses laboratoires, ou ses portraits marquants de ses grands chercheurs, il n'était pas certain qu'il faille conserver les stigmates des transformations successives. C'est ainsi que j'ai pris la décision risquée de proposer de démolir les extensions réalisées dans les années 70 jusqu'à celles plus difficiles à enlever des années 2000. Et je conclurai en affirmant que l'architecture d'aujourd'hui, en substance, le patrimoine de demain, est le patrimoine de demain, mais à la condition qu'elle se radicalise sur son authenticité, j'aurais au moins essayé avec ces 2 projets de transformation et d'extension d'ouvrages existants de confondre origine et destination sans que cela relève d'une démarche stylistique ou générique. Voilà, merci. Merci.
On va écouter maintenant Franck Amoutaine. Franck, dont on a vu le travail à Paris, rue Blanche, qui est un succès à la fois architectural et commercial. Là, on peut le dire, je parle sous le contrôle des grands spécialistes en matière d'immobilier d'entreprise dans cette maison. Mais en effet, si je parle de succès, c'est que ça a été salué par tout le monde, de part et d'autre. Et ce n'est pas si souvent. Voilà pourquoi je souligne ce point. Merci Francis. Excusez-moi. D'abord, merci de votre invitation. Moi, je suis ravi d'essayer de présenter, de faire partager quelques minutes de conviction. Deux choses. D'abord, je pense vraiment que notre métier, c'est avant tout un métier de diagnostic, qu'il s'agisse de neuf, de création sur une page blanche, qui n'existe évidemment jamais, ou de jouer avec des ingrédients déjà présents. Et la deuxième chose, c'est que sur l'économie, qui est évidemment multiple et totalement itérative, les gisements de plus-value, les gisements bénéficiaires, les gisements à tous égards, sont avant tout dans les différences que nous offrent les existants par rapport évidemment au présent. Et que plus on saura les écouter, les utiliser, plus on saura les utiliser, les commercialiser. C'est une énorme évolution de ces dernières décennies, de cette peut-être dernière décennie, plus l'architecture et les autres créations de valeur pourront bien s'entendre. Le premier projet, c'est celui dont André Champeau a dit quelques mots tout à l'heure. C'est un bâtiment qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris, qui a été construit par Henri Potier à la fin des années 60. C'est un bâtiment de structure métallique, pour dire simplement à quel point il y a une corrélation totale entre réglementation, droit foncier et coût, et qu'on ne peut absolument pas détacher les uns des autres. La loi Allure et ses modifications d'il y a un an bientôt ont complètement transformé les choses en supprimant la notion de COS, en tout cas tant que les villes n'y reviendront pas en rentrant par la fenêtre. Mais ça veut dire que pendant très très longtemps, la vraie différenciation entre une opération faisable ou une opération non faisable, et donc le travail de l'architecte, était extrêmement lié à ces considérations de création de surface. Henri Potier, c'est un des grands mandarins au sens noble du gaullisme et du pompidolisme. C'est l'histoire d'architectes et de bâtisseurs qui croyaient absolument et sans le moindre doute à l'avenir et à un avenir toujours forcément en progrès. Et c'est un bâtiment qui a cette particularité, je ne sais pas comment on change de diapositive comme ça, a cette particularité extraordinaire de se frayer un chemin entre l'avenue Malakoff et la rue Laurent Pichat. Ça se trouve tout près de l'avenue Foch. Et ce bâtiment est donc totalement contraint dans sa définition actuelle par des règles de droit, des règles de mitoyenneté, des règles de servitude, des règles passées à l'époque de sa construction avec l'entièreté des voisins. Et quand on est non pas sur des terrains libres, mais totalement enclavés comme on peut l'être en ville, c'est une des causes principales qui est déterminante, et on n'en parle pas assez, dans la genèse d'un projet, dans la forme et l'architecture finalement qu'il adopte. Deuxième projet, le 32 rue Blanche, dont Francis parlait avec beaucoup de bienveillance. On est en 1910, les Galeries Lafayette, fort de leur succès, exploitent 3 hôtels particuliers en bas de la rue Blanche, et en 1910 décide de démolir le plus grand d'entre eux pour lotir la totalité du terrain. Et on a ce bâtiment qui a vécu jusqu'en 2009 et qui était encore la base arrière des Galeries Lafayette et dont vous voyez qu'il occupait à peu près 100% de son terrain. Alors qu'est-ce que c'est qu'une manière d'aborder les existants? C'est évidemment une analyse tous azimuts, mais c'est certainement d'essayer de comprendre ce qui est encore actuel. Et puis, parce qu'on a toujours des budgets qui sont ce qu'ils sont, il n'y a pas de petits budgets ou de gros budgets, il y a des budgets à tenir, point. Et à partir de là, ça veut dire que toutes les stratégies d'utilisation de l'argent sont bonnes pour arriver à ces fins. Je veux dire par là que tout argent gâché en masque, en maquillage, en plâtrerie ou ravalement, en décoration, est une chose qui va nuire à l'avenir de l'ouvrage, qui va nuire à sa pérennité et qui est en fait très peu porteuse de sens. Alors l'analyse d'un bâtiment comme ceci, c'est introduire de la lumière, c'est ne pas toucher aux structures puisqu'elles étaient probantes, c'est faire en sorte de ne rien bouger
ou détachés qui ne soient absolument indispensables. Et c'est au prix de ça, et c'est un prix plutôt agréable à payer, qu'on peut effectivement retrouver toutes les qualités de l'ouvrage d'origine. Et je suis d'accord avec Franklin Azy sur le fait qu'un bâtiment qui a une structure, une logique, qui a des raisons d'être, bref, bien construit, au sens plus général du terme, est un bâtiment le plus apte à vivre, à revivre et à continuer. Ce bâtiment a subi une drôle de mésaventure dans les années 60. Alors, je crois que j'ai un peu inversé les images. Voilà. En haut à gauche, le bâtiment d'origine. 1910, structure métallique, régulière, logique. En bas, 1960. 1960, on démolit beaucoup de choses, on s'embourgeoise dans l'apparence, donc on maçonne, on ferme, on fait des faux entablements et des fausses pierres, et on ferme tout. Et puis, en retravaillant sur le projet, eh bien, on se rend compte que les structures métalliques sont toujours là, qu'elles ont une logique parfaite, une efficience à peu près totale, et qu'on peut retrouver la totalité des surfaces vitrées, la totalité de dispositions qui n'étaient là qu'endormies et qui ne demandaient qu'à refaire surface. On y creuse de la lumière, on garde la structure, on voit sur ces deux photos du même ouvrage, exactement le même, à quel point les transformations sont parfois positives, parfois négatives, peut-être qu'elles avaient un sens économique dans les années 60. En tout cas, elles ont fait perdre beaucoup parce que sans doute ne se projetant pas suffisamment dans l'avenir, elles ont aussi abouti à faire perdre des droits de vue, à faire perdre beaucoup de choses qui étaient acquises avec la construction initiale. Et on a simplement retrouvé, remis à jour au sens propre, les structures métalliques et le caractère extrêmement simple, 1910, structure porteuse, remplissage et plancher tout à fait disponible. À l'intérieur, avant-après, le puits de lumière qui nous permet au centre d'innerver et d'éclairer l'ensemble. Et puis, j'ai dû fermer les 5 minutes, là. Merci. 6. Merci, Franck Amouten. On va enchaîner avec Frédéric Monjanel, dont je rappellerai que c'est un architecte qui est maintenant dans la maîtrise d'ouvrage, et c'est justement ce sera intéressant de voir les ponts qu'elle peut établir entre les deux choses et être au cœur de cette question fondamentale de la reconversion, transformation. Je vais vous parler d'un projet qui est l'histoire d'une aventure à Bordeaux. C'est la Tour du Gaz qui a été donc transformée par toute une équipe, et notamment la filiale ADIM, qui est la filiale de développement immobilier de Vinci Construction France. C'est une opération qui est maintenant terminée. C'est un concours gagné en 2010 et qui consistait à trouver une idée pour ce bâtiment de la Tour du Gaz qui a été construit dans les années 32-34 par Raoul Jourde, qui est l'élève d'Auguste Perret. Raoul Jourde a aussi construit l'Eden Rock au Cap d'Antibes, l'hôtel de la plage du Touquet, l'hôtel océanique à Royan. Et il a fait ce bâtiment pour le compte de la mairie de Bordeaux dans les années 32-34, comme je vous disais, pour le compte du maire de l'époque, Adrien Marquet, et pour y loger les services de gaz et d'électricité. Bon, la ville de Bordeaux avait ce bâtiment vide depuis un bon moment. Il y avait eu des bureaux, il avait été un peu abîmé. Et puis, elle décide, sous l'impulsion de Michel Laruche-Charlus, de lancer un concours. Et le concours consistait à trouver une nouvelle destination à ce bâtiment, qui fait 5370 mètres carrés. Et là, comme je me suis un peu censurée sur les diapositives avec le nombre, je vais juste vous en parler, mais il y a aussi une petite parcelle à côté qui a permis de faire 17 logements, et c'est important de le citer, qui était une extension des années 70, qui a été utilisée dans le cadre du montage global. Alors, c'est d'abord une équipe, cette histoire, parce que, voilà, ADIM décide de répondre à cette consultation et a l'idée d'aller chercher le triptyque Serge Trigano, Philippe Starck, Cyril Aouizerat, qui sont les fondateurs de Mama Shelter, les créateurs, et donc c'est le coup de foudre immédiat par Mama Shelter et par Philippe Starck
pour aller proposer un projet d'hôtel. Donc, avec l'atelier King Kong, Laurent Portejoie, qui est de Bordelais, qui avait fait l'hôtel Sico, qui est aussi l'architecte de la place Péberlan, qui est juste à côté. On est vraiment dans le centre historique de la ville de Bordeaux. On fait équipe avec lui et avec l'équipe de construction, GTM, la filiale de construction, et puis une équipe complète de maîtrise d'œuvre. Et là, c'est très important, effectivement, c'est l'histoire de l'équipe qui va réussir on ne fait pas de diagnostic, on part d'emblée sur l'idée d'un hôtel. Et grâce à la configuration du bâtiment, qui est... alors là, malheureusement, je n'avais pas de plan non aménagé, mais c'est un poteau-poutre, donc de plancher libre, qui permet tout de suite de faire une faisabilité en hôtel qui est efficace. Et donc, le Mama Shelter arrive à loger 97 chambres. Et puis, à côté, on va développer, dans l'extension des années 70, 17 logements. Alors, comment s'est monté ça, cette opération, financièrement et techniquement? Elle est montée donc il y a alors je vais revenir juste peut-être sur la slide de l'équipe. Donc Adim achète l'immeuble et propose à Mama Shelter de faire l'hôtel. Il y a un maître d'ouvrage promoteur qui est Cardinal qui va nous confier un contrat de promotion immobilière. C'est pour vous dire un peu comment aussi c'est pas toujours simple, et c'est pour ça aussi que ça marche. Et la partie annexe va être vendue à un promoteur qui s'appelle Presti Constructeur, qui va faire 17 logements un peu haut de gamme au cœur de ville de Bordeaux. Donc on fait un projet mixte. Et ces 97 logements du groupe Cardinal, pour le compte de Mama Shelter, vont être vendus à l'unité en défiscalisation, ce qui va permettre, et donc c'est classé en résidence, mais ce qui va permettre de donner une charge foncière assez conséquente à la ville de Bordeaux, en tout cas attendue pour acheter l'immeuble. Et donc ce montage a une double qualité, c'est d'être à la fois permettre à Mama Shelter de venir, et grâce au logement, on donne une bonne charge foncière et on met du logement en centre-ville de Bordeaux, centre-ville historique. Donc ça, c'est important. La restauration va se faire assez simplement. Bon, il y a du désamiantage, il y a du curetage, etc. Mais le bâtiment est en très bon état. Et Philippe Stark, il y avait une verrière au départ. Philippe Stark décide de la boucher parce qu'il dit que c'est pas feng shui, la verrière. Et donc du coup, les équipes d'Adim et GTM sont quand même très surprises de la démarche très simplificatrice de Trigano et de Philippe Stark qui décident de faire quelque chose de radicalement simple. C'est repeint, c'est simple, c'est économique. Vous êtes sûrement allés, j'espère pour vous. En tout cas, les chambres, vous voyez, les façades sont reconstituées à l'identique, bien sûr avec l'aval des bâtiments de France et les espaces publics. Donc un grand espace public au rez-de-chaussée, très simple, avec vous voyez, béton brut, plafond brut peint, graffité, et puis une toit terrasse qui n'était pas prévu au départ et qui va finir par être en cours de chantier décidé, qui maintenant d'ailleurs est partiellement protégé des vents. Et donc un double espace public bordelais très important qui vient animer la place, cette place qui était cette petite place devant, le cœur du quartier, la nuit, qui est vraiment un lieu extrêmement fréquenté à Bordeaux. Voilà. Donc, en conclusion, je crois que c'est l'histoire d'une rencontre et c'est l'histoire de gens qui se sont fait confiance et du triptyque faisabilité technique, puisqu'il fallait que ce soit faisable techniquement, faisabilité économique, mais aussi désirabilité. C'est-à-dire que l'équipe Stark, Trigano ont fait un lieu désirable, un lieu humain. C'est pas un hôtel, c'est vraiment un lieu, pratiquement un lieu public maintenant à Bordeaux. Et c'est ce qui a fait de cette rénovation vraiment, qui est une petite rénovation, mais extrêmement importante, et ce qui a fait son succès. Voilà. Merci.
Merci Frédéric. Nous allons maintenant écouter Carme Pinos, qui nous vient de Barcelone spécialement. Je voudrais préciser que Carme Pinos, on ne le sait pas, mais en fait son premier travail a été avec Enrique Miralles, précisément la transformation d'une usine, la Laona, je ne sais pas si je prononce bien, la Yaona dans la banlieue de Barcelone. Et puis de fil en aiguille, aujourd'hui, elle en vient à transformer l'un des lieux les plus connus, notamment de tous les touristes, qui s'appelle la Boqueria, c'est-à-dire l'un des marchés de Barcelone le long des Ramblas, et se trouve être engagé dans le grand projet urbain qui va transformer le visage de Saint-Dizier en France. Bien, bonsoir. Et je la remercie de parler en français. Oui, je demande pardon parce que mon français, c'est pas tellement bien. J'espère que vous va me comprendre. Eh bien, plus qu'expliquer d'exemples de travail que j'ai fait dans l'agence, je vais faire une réflexion sur les différents cas qu'on peut nous trouver, non? Et je dois dire que la reconstruction, c'est pour économiser énergie, économiser d'argent, c'est pas vrai en tous les cas. Non? Et beaucoup de fois, c'est la préservation de la mémoire, la récupération de la mémoire, et laisser les traces de l'évolution d'une ville, non? Et en ce cas, je pense que c'est quand nous réellement croyons que la préservation de la mémoire, c'est bien, il faut quelquefois dépenser beaucoup plus d'argent. J'ai montré différents cas, non? Ici, c'est la transformation d'une usine à une école. Je dois dire que la générosité de l'espace que peut être une usine, les niveaux de les toits, a été pour l'école un grand succès. Cette fois, était bien c'est l'économie et aussi laisser les traces de la ville, que cette part était une part d'usine, non? Et qu'elle a devenu part de la ville maintenant. Et il est bien de dire, l'histoire, on remène, on s'explique déjà, non? On s'explique. Je passe. C'est comme ça? C'est comme ça? Ah, ici, c'est une autre cas, que c'était un concours que je n'ai pas gagné parce qu'à ce cas, on m'a demandé de démolir le bâtiment. Alors, ça, le concours, c'était une école de théâtre. Et j'ai pensé qu'une école de théâtre, il y a beaucoup de jeunesse, il y a les programmes très spécifiques. Et avec ce bâtiment, qui n'avait aucune qualité architecturale, que l'entourage l'a changé complètement, et dire que la construction matérielle, c'est pas tellement bon. Et réhabiliter ça, c'est un peu politique pour dire nous économisons les projets qui ont gagné. Ils coûtent 3 fois les coûts de ma proposition, non? L'espace que nous trouvons dedans, c'est un espace complètement, ça n'a aucune qualité. Je dis la responsabilité de créer une école, de créer un programme. On doit les aborder complètement de nouveau. Parce que je pense que nous devons, parce que j'ai peur un peu de les pendules, non? Parce que nous venons d'une période de faire nouveau, de construction. Mais maintenant, après la crise, on semble que la préservation, que c'est bien, c'est plus... Et beaucoup de fois, c'est pas vrai. Et je pense que nous devons réflexionner chaque fois, si réellement la structure c'est bon, si réellement il peut économiser d'énergie, d'argent et aussi de temps et tout,
c'est bien, mais sinon, si les mémoires, la qualité architecturale ne te le demande, nous devons avoir foi de l'architecture contemporaine. Les paroles qu'il a dit Yann. Et nous pensons le patrimoine de les futurs. Nous devons croire ça. Et maintenant, je montre. Et ça, ces deux cas, c'est ces deux projets que ce n'est pas moi, mais j'ai travaillé avec le même programme. Ça, c'est le Caixa Forum. C'est le Caixa Forum de Madrid, de Gerson de Meron. Vous voyez les projets avant de la construction et les projets après la réhabilitation. Et les coûts, parce que le programme c'est un programme fort, c'est un programme difficile de le mettre dans ce bâtiment. Alors, la reconstruction, transformer ça à la Caixa Forum, que c'est un centre culturel, d'art, a été très compliqué. Mais de quelque manière, et je pense que la mémoire de ce bâtiment au milieu de la Castellana, non? Et aussi laisser les traces maintenant de la Castellana, qui est complètement bourgeoise, une avenue de la grande capitale. Et il reste ici cette usine avec une matérialisation bonne parce que c'est comment se dit, des bris, non? De briques. Et je pense qu'il était bien de penser, mais c'est une volonté, c'est de dire, et nous faisons la réhabilitation. C'est aussi une solution politique de dire, nous laissons les traces de la mémoire de la ville. Hein. Et après, c'est la Caixa Forum à Barcelone. C'est le même programme, c'est la même entité. Cette entité, c'est une banque. Qu'est-ce que fait les banques quand on y arrive à une ville? Et cette banque, parce qu'il veut être... C'est maintenant une des banques plus fortes de l'Espagne. Il vient de la Catalogne, il veut s'imposer et entrer dans les marchés de toute l'Espagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il achète les bâtiments plus singulaires, qui est plus fort avec la mémoire de la ville, et les transforme à ce centre culturel. Tout ça, c'est très bien. C'est une manière très simple d'entrer. Et c'est bien de dépenser beaucoup d'argent pour la transformation. J'adore les bâtiments de Gerson de Meron. Mais en contraposition, je ne veux pas faire la critique, mais en réflexion. Et je suis de Barcelone, et cette usine, que c'est une des plus belles usines que nous avons, et qui c'est le modernisme catalan, avec un travail, une matérialisation incroyable de briques. Mais le programme de la Caixa Forum est si complexe. Et la volonté de lier le parking avec l'entrée, de faire des espaces neutres, grands, et détruit un peu la magie de ce bâtiment. Parce que, vous voyez, l'entrée, parce que je pense qu'une des choses plus importantes d'un bâtiment, c'est comme tu entres, non? Et ici, on a fait cette grande entrée, vous voyez là, on descend, la connexion avec les parkings, et ça c'est le lobby, complètement dedans. Tu as perdu, il devient comme un sommeil, non? Les anciens bâtiments. Tu les rencontres après de beaucoup te promener, tu le rencontres une autre fois, mais tu as disparu. Il disparaît. Et ça, c'est pour dire que quelquefois, quelques programmes, il n'est pas bien, ça dépend du bâtiment. Si mettre un programme et un bâtiment veut dire le détruire, comme je pense que c'est un peu comme cette fois, c'est mieux. Aller chercher un atelier, parce que, par exemple, j'ai fait avec cette même banque, je ne le présente parce que je pensais que c'est une réflexion
plus que montrer mon travail, je ne le présente ici, mais j'ai fait les Caixa Forum à Saragossa avec un bâtiment complètement nouveau, non? Et je pense que c'est pas mal les bâtiments, je suis content et je pense que j'ai eu l'opportunité de faire le patrimoine de demain, non? Et les clients sont très contents parce que c'est comme une machine qui marche très bien, non? Alors, je dis ça pour dire, non, maintenant, on sommes à les côtés, il faut conserver de la réutilisation. Chaque cas, je pense que c'est chaque cas. Je passe le dernier. Non, ça, c'est la reconstruction. À ce cas, c'est Saint-Dizier. Qu'est-ce que je m'ai trouvé? Je m'ai trouvé une ville qui était complètement exploitée, que les quartiers anciens, que le centre, il a perdu son caractère, son valeur. Et j'ai fait un peu les masters en disant de faire un anneau d'espace public que se rencontrent à les points des châteaux comme centre culturel et que s'en croise avec les centres commerciaux. Et si c'est un peu de dire que l'alliation, parce que avant, vous voyez les centres historiques pleins de voitures et la place, alors j'ai pensé de faire au mieux de la place le marché et porter les canals un peu dedans, de mettre, parce qu'ils m'ont demandé de faire des bâtiments, je dis bien, je fais des bâtiments pour faire l'articulation de le quartier ancien avec les quartiers nouveaux, mais à faire avec tout cet anneau et la consolidation de l'espace des centres historiques. Bien, je ne peux pas le montrer, ça y est, mais c'est un peu... Merci. Merci Carmen, je sais que c'est un effort pour toi que de parler en français, même si c'était un plaisir, c'est un effort. Donc voilà, je voulais qu'il soit salué au passage. Donc on a bien compris que dans le message de Carmen, c'est de dire que finalement le patrimoine, c'est celui qu'on construit aujourd'hui. Mais je pense que là, ça va rassurer Monsieur Pinard, que justement, il y a, vous voyez que on n'est pas sur des positions purement de conservation, loin de là. On parle de transformation et de possibilités de transformation. Alors je crois que tous les exemples qui ont été donnés là montrent bien l'échantillon assez incroyable dans des situations urbaines très différentes, des cœurs de ville, des anciennes, j'allais dire, l'île de Nantes avant n'était pas du tout une centralité, maintenant c'en est une, et grâce à Jean Nouvel, grâce à l'école d'architecture de la Caton-Vassal et autres, et tous les équipements qui arrivent derrière. Donc là, ces stratégies sont à l'œuvre. Tout à l'heure, il a beaucoup été parlé, notamment par Bernard Reichen, de territoire, que la question du territoire était parfois plus importante que la question de seul bâtiment, ou tout moins, il ne fallait pas l'isoler. Or, j'entends que là, précisément, ce que dit Carmen Pinot, c'est aussi d'articuler le bâtiment au territoire. Donc, je vais vous relancer là-dessus, Franck, territoire. Parce que tu n'as pas employé le mot, mais je sais que tu vas... Ça doit... résonner chez toi d'une certaine manière. On a parlé de la complexité des îlots parisiens, notamment, puisque les deux opérations que tu as montrées sont à Paris. Mais quelle réflexion aujourd'hui sur ce patrimoine à faire évoluer? Mais je pense que l'écoute, enfin ce que j'appelle diagnostic, c'est-à-dire la façon dont on lit effectivement le sujet, et qui fait, moi je suis très reconnaissant, mais pourquoi est-ce qu'on l'a tous oublié? En tout cas, on ne l'a pas assez dit. De dire quand même qu'on était là aussi pour construire aujourd'hui et donc pour préparer l'avenir, quoi. C'est tellement évident. Donc merci. Tu peux traduire. Moi, je pense profondément que vraiment, dans la manière dont un architecte peut travailler, le regard ou l'écoute ou l'interprétation qu'il a des choses, c'est capital et ça va beaucoup plus loin. Je pense que c'est le projet qui guide, quoi, qui avance tout seul et qui fait avancer le reste. Et
La notion de territoire, c'est vrai que c'est un mot dont on a un peu par-dessus la tête, pour plein de raisons, mais en tout cas, on peut appeler ça contexte, on peut appeler ça environnement, on peut appeler ça relationnel. Je pense précisément qu'il faut faire un autre métier si on n'est pas avant tout à la recherche de ça. Alors on est à l'écoute de ça, on le fait avec plus ou moins de talent, ou de chance, ou de bonheur, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment le fond de notre métier. Alors, Quelle que soit l'échelle. Il y a un mot, vraiment, là, les deux tables rondes se rejoignent sur s'il y a bien un mot qui réunit tout le monde, c'est le côté diagnostic. Alors là, côté maîtrise d'ouvrage ou architecte, tout le monde revendique ce diagnostic qui va dire que si une solution est viable ou pas, ou que justement, après, il appartient aux politiques de décider s'ils veulent conserver ou pas. C'est qu'il y a des grands exemples à Barcelone où on a conservé, je pense notamment au Can Framis, là, ce magnifique musée, à partir d'un patrimoine qui n'avait strictement aucun intérêt. Mais il rappelait une histoire de Barcelone industrielle, et donc c'était une trace. Donc on a d'autres exemples dans d'autres villes en France, on pourrait faire exactement la même. Donc c'est vrai, cette position existe. Mais là, il y a quelque chose sur le diagnostic, l'existant, la structure, le bien construit quand même. Parce que vous parlez d'actifs, eux, ils parlent de bien construit, mais en fait, vous pouvez vous retrouver là-dessus, non ? Tout à fait. Ça marche. Bon, du reste, dans le diagnostic, il y a l'étude du territoire. Parce qu'on ne va pas forcément développer les mêmes scénarios dans un environnement très urbanisé, moins urbanisé, avec un tissu à dominante tertiaire ou un tissu à dominante résidentielle. Tout à l'heure, il y a eu la photo de présenter de l'immeuble de Créteil, de bureaux, qui a été transformé en logement. Peut-être que si on se repositionnait aujourd'hui, pourquoi cet immeuble de bureaux a été construit, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas une bonne analyse du territoire, ou qu'on pensait que la ville nouvelle, à l'époque, allait devenir un secteur avec d'autres dominantes. Et donc, aujourd'hui, je pense que dans tous les projets de restructuration significatifs, il y a l'analyse du territoire. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de les liaisons avec les collectivités locales. Qu'est-ce que veut la collectivité locale ? Est-ce qu'elle veut renforcer son tissu économique ? Souvent, les maires nous disent « Oui, mais il nous faut du bureau. Oui, il nous faut du bureau. » Même si, ensuite, dans d'autres aéropages, on parle de faire construire des logements, etc. Sur le terrain, on ne parle pas toujours de construire du logement. Hein. Mais comment redévelopper de l'activité au sens général ? Comment faire de la mixité sociale ? Et nous, dans les études de diagnostic et de scénarios derrière, on va être provocateur, on va aller voir le maire en lui proposant différents scénarios. Regardez, souvent aujourd'hui, si on prend une première couronne parisienne, construire de logements, il y a beaucoup moins de risques que construire d'immobilier d'entreprise. Donc si on hérite en étude d'un patrimoine immobilier d'entreprise significatif, on va chercher de voir si on n'a pas une mixité d'usage, où sont les transports en commun, où sont les écoles, etc. Donc il y a tout un travail à faire, et l'étude du territoire fait partie des études de diagnostic. Mais alors, Franklin Azy a montré un exemple tout à fait intéressant là, au cœur de Paris, hein, l'exemple de Michel Herbert, c'est ça, si ma mémoire est bonne, précisément, où tu as valorisé la question de l'implantation urbaine, où justement le PLU aujourd'hui t'interdirait de faire ça. Donc là, la valeur de l'existant, elle dépasse même le construit. On voit bien que le juridique, l'économique et le stratégique rentrent avec l'architectonique, il y a tout ensemble. C'est quand il y a peut-être cet alignement des planètes, il se passe peut-être ça, non ? Est-ce qu'il n'y a pas de ça dans la magie des opérations ? Le côté réglementaire est assez intéressant parce qu'on est dans un pays actuellement qui est régi par beaucoup de règles. Ces règles, les synthèses ne sont pas forcément bien faites en amont. Donc on demande souvent à l'architecte de résoudre ce côté réglementaire dans le projet. Moi je passe 80% de mon temps à parler que de réglementaire. Je ne pense pas que ni Le Corbusier, ni Oscar Niemeyer, encore je prends des architectes de nos générations, passaient leur temps sur la réglementation. Et je pense qu'il y a certains bâtiments qui acceptent une transformation parce qu'il y a cette grande liberté initiale. Et cette grande liberté initiale, elle est dans la qualité de conception. On parlait tout à l'heure, moi j'ai pas bien réagi sur les 100% de réhabilitation. Moi je suis tout à fait contre. Parce que je pense qu'il y a vraiment un tri sélectif de bâtiments et que en fait, je pense que l'histoire montre qu'un bâtiment peut rester ou pas. C'est pas toujours en rapport avec l'esthétique d'ailleurs. Hein. Il y a des bâtiments qui peuvent rester parce qu'ils ont une qualité d'usage incroyable.
et que par conséquent, ils méritent absolument leur place dans la ville et ils méritent une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie. Donc les raisons pour lesquelles on garde les bâtiments ne sont pas toujours les mêmes. Qualité d'usage, esthétique, appartenance à un courant d'architecture qui est important et donc ça fait partie d'un échantillonnage culturel, d'une présence d'une architecture. Mais ce qui était intéressant dans le bâtiment de Michel Herbert, c'est que sa conception initiale était tellement forte et tellement intelligente par rapport à un contexte, encore une fois, urbain, que la réhabilitation était très facile. Quand je dis facile, c'est que évidemment, on a eu énormément de problèmes techniques pour mettre des châssis pompiers, parce qu'à son époque, on ne mettait pas de châssis pompiers dans les façades. Donc, il a fallu les mettre sans qu'on les voie. Donc, et comme il était vivant, il fallait aussi être tout à fait respectueux de son œuvre. Et c'est assez amusant, parce que je me souviens d'une réunion avec lui où la Cogedim, mon maître d'ouvrage, était présent. Il est venu sur le chantier. Puis à la fin de la réunion, il me dit « Je voudrais te parler tout seul ». Je dis merde, je vais me faire engueuler et il trouve pas ça bien, il va me dire que c'est pas bien. Il m'a dit, disons que je trouve ça bien, avec tous les problématiques que tu as pu rencontrer, d'arriver à garder l'esprit initial de mon bâtiment, d'une totale transparence, sans être une aberration environnementale, parce que c'est aussi ça le problème, c'est que je pense que tous les bâtiments ne se réhabilitent pas. C'est une grande... Alors Frédéric, parce que je voyais qu'elle acquiesçait sur les remarques, là justement avec l'agenda durable et autres, toutes les obligations et autres, du point de vue de la maîtrise d'ouvrage, ça c'est quelque chose qui justement est assez motivant, c'est un accélérateur, la transformation du patrimoine existant, ou au contraire vous penchez beaucoup plus vers la construction neuve. Comment vous... Oui, c'est au cas par cas, je crois que c'est ce que vous avez dit. On a bien compris ça. Non, c'est au cas par cas, il faut aligner les planètes. Les planètes, il faut un petit miracle, il faut que les élus veuillent garder le bâtiment. Bon, là, par exemple, sur ce que j'ai oublié de dire sur le bâtiment du gaz, c'est qu'on n'aurait pas été aussi dense si on l'avait démoli. Donc déjà, j'ai oublié de dire qu'il était en secteur sauvegardé, mais sans protection, alors qu'il est d'une haute valeur architecturale, et qu'il était soit démoli si aucun opérateur lui avait trouvé une sortie, soit donc conservé. Mais s'il était démoli, on n'aurait effectivement pas eu la même densité, parce qu'il est très haut, il y a une tour, un signal qui n'aurait pas été autorisé par le PLU, etc. Donc là, on a une vraie liberté, ce que tu disais, et puis la conception extrêmement souple. Enfin, ça, la mutation, la mutabilité, la réversibilité, la deuxième vie est quand même liée à la qualité de la structure, parce qu'il ne faut pas avoir à démolir des murs, démolir des façades. Elle n'a pas été démolie, la façade, c'est les châssis qui ont été changés. Il ne faut pas avoir à tout refaire. Là, la réhabilitation est intéressante quand on enlève et qu'on ne rajoute pas, que le bâtiment a plein de qualités, notamment des qualités qui vont nous permettre d'être BBC, parce qu'on est pas forcément BBC bien sûr sur l'ouvrage, sans que ça soit trop compliqué. Voilà. Donc au cas par cas, la réponse. Moi je pense que là, pour parler du territoire. Bordeaux, c'est une ville d'architecture, c'est une ville de culture, c'est une ville où ils voulaient sauver ce bâtiment des années 30, parce que les années 30 ne sont pas toujours sauvées en France, ne sont pas toujours aimées. Il y en a massacré déjà plus que les années 60. On en a massacré un beau à Paris, donc oui, c'est possible aussi à Bordeaux. C'est possible parce qu'il y a Arc-en-Rêve, parce qu'il y a une vraie culture partagée par les gens, par les élus, par les aménageurs et aussi par les opérateurs. C'est possible d'aller trouver la solution parce qu'il y a cette culture partagée qui est liée à la culture, mais vraiment historique du territoire, qui est une ville de culture et d'architecture. Ah, oui, pardon. Je voulais juste dire une toute petite chose. Je vois dans tous les projets de réhabilitation qu'on a pu voir aujourd'hui, ils font quand même tous partie d'une même famille de bâtiments à l'origine. C'est quand même des bâtiments rationnels, industriels. Donc ils ont quand même un dénominateur commun. Et je veux en venir à ça, c'est qu'il y a une autre famille d'architecture, qui est une architecture extrêmement formelle, qui constitue des espaces, des volumes, plutôt que des murs, des planchers, etc. Et je pense que cette famille extrêmement formelle, on aura beaucoup de mal à lui changer l'usage à terme. Et je prends l'exemple de la Fondation Vitan, qui est un très très beau bâtiment, mais il gardera systématiquement sa fonction. C'est-à-dire qu'on sera plutôt dans un système de rénovation de ce bâtiment qui est déjà un monument historique, enfin, en gros. Mais
moi, je pense qu'on aura beaucoup de mal à en faire du logement ou du bureau un jour. Donc je crois qu'il y a quand même une famille de projets qui est quand même plus à même d'accueillir une réhabilitation, une restructuration que d'autres. Voilà. Donc dans l'avenir de la ville, moi j'ai fait mon choix et que je suis plutôt dans une fabrication de projets plutôt rationnelle. Oui, je rappellerai, puisque tu as parlé de la fondation dans le Bois de Boulogne, qu'avant, le même auteur avait fait l'American Center, qui, au bout de 3 mois, a dû fermer ses portes et l'architecte n'est pas responsable, mais qu'après, il a fallu trouver... Non, c'est une question de programme, mais oui, mais pas en 3 mois, ils n'avaient pas le temps mais ça n'a pas été ça la cause, on le sait bien, c'était plus politique. Et qu'ensuite, il a fallu trouver justement une nouvelle utilisation. Alors certes, elle est restée culturelle avec la cinémathèque, mais c'était quand même un sacré casse-tête de transformer l'architecture de Frank Gehry. Et ça a été un bon cas qui apporte de l'eau au moulin sur la question de la... Parce que c'est vrai que tu as montré la grande halle d'Alstom, là l'autoroute est ouverte, c'est plus facile, c'est clair. Anne, par rapport à cette complexité, toi qui as fait tes armes chez Henri Gaudin, est-ce que précisément cette architecture complexe est-elle transformable? Là, c'est une question impossible que tu me poses. Non, c'est parce que je pense que, là, pour rebondir sur ce que dit Franklin, c'est vrai que ça m'avait intéressé de rapprocher 2 bâtiments très différents, donc là, le SPCI de la Poste du Louvre, qui était quand même une base rationaliste, et je te rejoins, c'est-à-dire que c'est vrai que la transformation, elle est quand l'architecte a pensé le patrimoine de demain. Et je trouve que c'est là où il y a peut-être une grande confiance à avoir entre l'architecture contemporaine d'aujourd'hui par rapport à l'intervention sur des bâtiments existants, parce que je trouve que quand même, malgré tout, il me semble que j'ai été la seule à soulever la question du fait que je trouve qu'il y a un conservatisme, justement, a priori, quand c'est ancien, pour intervenir, pour faire de l'architecture contemporaine. En tout cas, moi, je me suis heurtée à... Je veux dire, c'est vrai que j'ai pris des risques inconsidérés, ce qui m'a fait quand même gagner sur les SPCI, puisque j'ai démoli beaucoup plus que ce qu'on me demandait. Mais c'est aussi lié au fait qu'à partir du moment où ça dépasse une certaine tranche d'âge, on considère qu'il faut que ça soit conservé parce que c'est moins cher, assez souvent. Et surtout, depuis les années 2000, on va dire, puisqu'il y a cette idée qu'on on fait un constat assez négatif de l'architecture contemporaine, je trouve. Et or, est-ce qu'on n'a pas la capacité à être des nouveaux Julien Gadet, de penser le patrimoine de demain par des dispositifs qui sont à l'écoute. Et moi, je trouve qu'il y a une vertu en ce moment de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a la commande publique et la commande privée qui sont en train de s'innerver l'un et l'autre, de se contaminer l'un et l'autre dans cette idée, je crois que ça a été dit plusieurs fois, sur l'idée de l'efficacité. C'est-à-dire que dans tous les cas, de toute façon, on peut avoir un regard extrêmement esthétique, historique, avec du sens, comme l'opération à Bordeaux, qui est extrêmement ludique. Il faut donner en fait une incarnation au bâtiment, ça c'est indiscutable. Mais l'idée de l'efficacité, de la rentabilité, c'est quelque chose qui n'est absolument pas, je dirais, trivial, mais qui a du sens pour que le bâtiment perdure. On n'est plus du temps de Louis XIV où on pouvait comme ça financer d'immenses volumes de façon inconsidérée. Donc c'est vraiment dans l'intelligence des montages qu'on arrivera à réinnerver une sorte de nouvelle invention. Je veux dire, une invention qui fasse qu'on n'est pas uniquement dans la préservation contemplative d'un beau bâtiment ancien. C'est-à-dire que là, on est effectivement sur des strates qui nous permettent de redonner une vie à un bâtiment pour lui donner, je veux dire, un modèle qui n'existe pas encore. Mais quand même, est-ce que la question, Carmen va intervenir, mais justement, n'est pas aussi de re-questionner le programme? C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de technique, en effet, de qualité du bâti, mais l'exemple de la tour de Bordeaux, qui est justement dans une mixité programmatique ensuite, montre bien que ça s'ouvre aussi, là. C'est quand même assez intéressant que l'architecte aussi travaille dans tous les secteurs, les compartiments de jeu, comme on dirait dans d'autres sports de combat. Non, je veux dire que quand tu parlais
cette commune communautaire de les espaces réhabilités. Et nous nous trouvons aujourd'hui que les règles et toutes les idées de l'économie ont fait les choses plus petites, plus mesquines, je ne sais pas le mot. C'est le même mot. Mesquin. Et en contreposition, la conception d'une usine, c'était généreuse, plein de lumière, des matériaux pour toute la vie, non? Et nous trouvons cette structure noble que nous pouvons transformer. Quand j'ai montré l'école, et l'école que me demande, que j'ai fait maintenant, j'ai des règles aussi strictes, de la profondeur, de l'auteur, de tout est contrôlé. Et quand j'ai fait de cette usine une école, l'espace était très généreux, la lumière beaucoup plus. Et c'est ça que les règles de la municipalité, en général, on nous fait petits. Et quand nous trouvons cette architecture qui vient d'autres temps plus généreux, et nous nous trouvons l'âme plus haute et l'âme plus grande, plus ouverte, non? Et seulement une chose de dire de Bordeaux, et aussi les traces de la mémoire. Philippe Pestard, cette atmosphère de ces bâtiments anciens qui aussi, avec espace plus généraux, m'a laissé aujourd'hui peut-être parce que cette architecture c'est aussi contrôlée, aussi peu généreuse, et il y a comme une añoranza, une mélancolie de autres temps. Et alors, Philippe Pestard, que c'est un génie de ça, de créer cette mélancolie, de le transformer d'une forme ironique et plus gaie, non? Et c'est ça, toutes les choses qu'on fait. Et quelquefois, la réhabilitation, c'est une chose plus... Alors, moi, je pense que pour trouver de l'espace, créer des volumes, etc., il y a un moment, il y a un équilibre à tenir, donc il faut faire des économies. Ce que disait Franck tout à l'heure, c'est que il y a un moment où on peut se poser la question du second œuvre dans un bâtiment. Pourquoi du second œuvre? Pourquoi est-ce que la structure ne serait pas elle-même, non pas décorative, mais elle-même comme pot final, comme parement final, etc. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à couper certains tronçons des process de fabrication pour finalement avoir plus de liberté, plus d'argent pour les construire. Il y a eu des époques avec ornement, il y a eu des époques sans ornement dans toute l'histoire de France. Ben, souvent, c'était aussi en rapport avec l'économie. Et c'était souvent en rapport avec les temps de crise. Donc je crois qu'on a une réponse, nous, architectes, pour finalement libérer le maître d'ouvrage, qui a du mal à faire tenir ses propres opérations, parce que c'est un tableau Excel, hein, effectivement, c'est la réalité des choses. Et puis nous, pour se libérer nous-mêmes et s'affranchir d'autres contraintes. Donc l'économie est très importante. Et il y a une nouvelle écriture architecturale qui apparaît. Encore une fois, je reviens sur les problèmes emblématiques manifestes qui sont dans tous les magazines, qui sont des bâtiments assez formels, avec un prix au mètre carré assez coûteux. C'est ce que les étudiants d'architecture, ils pensent tous que c'est ça l'architecture. Moi, je pense que c'est pas ça l'architecture. L'architecture, elle est vraiment dans une écriture de l'économie actuelle. Et ce bâtiment qui est sorti, de la Fondation Vuitton, ne correspond plus à son temps, d'une certaine manière. Il est déjà absolument... il est tellement ostentatoire qu'il ne correspond plus à son temps. Moi, quand je le regarde, je me dis, mais on ne parle pas la même décennie que moi. Voilà. En même temps, il faut le mettre dans la bonne catégorie. Mais je la mets dans l'excellence. Pour moi, il est dans la catégorie Sagrada Familia. C'est-à-dire que... Si tu veux, en tout cas, dans la catégorie des commandes exceptionnelles. Je veux dire que la Caixa Forum, qu'on a vue tout à l'heure, en tout cas celle de Madrid, c'est très clair que là aussi, c'était, j'allais dire, no budget. On sent bien qu'il y a quand même une liberté, parce que le coût de l'opération est assez énorme, même si le résultat est assez fantastique. Si on mettait la colonne à côté du coût de l'opération, ça défierait toutes les lois. Donc voilà, il faut bien mettre les choses dans les bonnes cases. Pour revenir à ce que disait je comprends bien Anne, le point. c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de possibilités de construire des bâtiments neufs, pour être très clair, parce qu'il y a ce poids de l'histoire qui est par moments absolument absurde sur des bâtiments qui sont mal construits, qui sont pauvres en conception, pauvres en matériaux, pauvres en entretien, etc. Et qui pourraient laisser place à un échantillonnage décennal. En fait, des courants d'architecture, il y en a tous les 10 ans maintenant. Ça se resserre de plus en plus. Et on n'a plus du tout l'espace pour
être présenté de cette manière. Donc aujourd'hui, on parle de réhabilitation et de restructuration, mais l'enjeu, il est aussi mêlé avec les constructions neuves. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir sa place, construction neuve et réhabilitation. Monsieur Chambaud. Certains projets de restructuration, ça va être de merveilleuses occasions aussi de se faire plaisir, justement, pour sortir des normes minimalistes. Si on conçoit un immeuble de bureau, le cahier des charges, c'est 2,60 m, plateau de 18 mètres ou de 12 mètres, c'est assez vite. Et quand on va rentrer dans un projet de restructuration et qu'on a la chance de trouver des volumes, moi je pense à quand on a travaillé sur l'immeuble des Ateliers de Montrouge, qui a fait l'objet d'une exposition ici même, qui était une propriété d'EDF, on a transformé une salle des ordinateurs des ingénieurs EDF de 1960 en espace de bureau classique. Vous imaginez la hauteur qu'il y avait dans cet espace-là. On s'est fait énormément plaisir à restructurer ce bâtiment à des coûts économiques contraints, mais en donnant des volumétries qui étaient celles du passé, qu'on n'aurait jamais pu reproduire dans un bâtiment neuf, parce qu'on nous aurait dit, mais attendez, mais combien ça coûte, vous vous rendez compte du mètre carré, du linéaire de façade, etc. etc. Deuxième clin d'œil, c'est quand on trouve un bâtiment comme sur lequel vous avez travaillé pour la Française, où justement on ne respecte pas le PLU, qu'est-ce qu'on se fait plaisir en arbitrant, en disant, mais je vais restructurer, je préserve l'existant. Je suis pas en confort, mais j'en ai rien à faire, c'est beau. Donc, quelque part, là aussi, c'est une occasion où on va transgresser une règle, quelque part, même si on est protégé par la protection des monuments historiques, mais c'est une occasion formidable de se faire une transgression intellectuelle par rapport aux contraintes réglementaires qui nous pèsent sur nous, qui brident l'imagination des architectes, qui ne fait que, finalement, de la mise en image, c'est pas péjoratif, de la mise en image des règles d'urbanisme d'une ville. Hein. Et là, une magnifique occasion de se faire plaisir. Bon, donc là, on rentre sur un débat sur le poids des règles d'urbanisme. Il est certain qu'il y a encore un équilibre à trouver, et il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui engagées entre des règles qui veulent quelque part tout codifier, et des règles qui permettent à l'imagination de se développer en préservant des fondamentaux que la ville a décidés comme tels. Voilà. Bon, c'est un autre débat, mais je voulais rebondir parce que la restructuration, on ne fait pas du minimalisme dans la restructuration. On va essayer de reprendre des éléments qui sont exceptionnels, quoi. Pardon. En tout cas, moi, j'y vois, je reviens sur l'opportunité réglementaire, parce que si on prend 2 projets à Paris, récents et contemporains, je dis bien, qui n'ont pas été des réhabilitations, qui ont été des transformations de sites. Je veux parler de Renzo Piano, par exemple, pour la Fondation Pathé, en plein cœur d'un îlot haussmannien. Et puis, si on prend Ricciotti sur le stade de rugby, on voit bien comment ces 2 projets, leur forme, voire certains diraient leur formalisme, parce que c'est des architectures plutôt organiques, sont nées justement c'est le fruit de la réglementation qui amène à cette forme. Donc c'est assez intéressant de voir comment les choses se retournent. Donc là, on est là dans aussi une quête de non-banalité de l'expression et de la ville non générique, non ? Il y a pas ça aussi, d'assez intéressant Il y a quelque chose de très symptomatique, on a parlé tout à l'heure du fait qu'il n'y ait plus le coefficient d'occupation de sol sur une parcelle. C'est en train de créer Quand il change une loi, en fait, ça change l'architecture, c'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que le bâtiment de Renzo Piano, même s'il a une forme assez prononcée, il épouse les règles d'urbanisme, de prospect, de vue primaire, vue secondaire, etc. Complètement. Et on parlait tout à l'heure de densifier certains bâtiments qui peuvent être... on peut rajouter un étage. Je veux dire, les campagnes de surélévation dans Paris, par moment, il y a eu 3-4 campagnes sur un même bâtiment. Quand on se balade sur les grands boulevards, il y a le bâtiment d'origine, et puis on a 4 campagnes de surélévation. Donc il y a vraiment une histoire d'un bâtiment qui peut vivre. Mais pour qu'il y ait 4 campagnes de surélévation, il faut qu'on ait un bâtiment solide en dessous, il faut qu'il soit bien construit, etc., etc. Donc on en revient encore à la qualité même de l'objet qu'on réhabilite, qui est pour moi une évidence. Mais c'est vrai que c'est en train de créer des nouvelles architectures. Enfin, la déréglementation ou une forme de déréglementation est en train de donner des libertés un peu partout. Vous devez tous faire des faisabilités avec des promoteurs privés qui se disent en fait, on a une parcelle, elle a plus de potentiel maintenant qu'elle en avait autrefois. Mais la limite qu'il faut faire sauter, c'est la question de la dissociation entre bureau et logement. Clairement, parce que cette libération du COS, elle est contrebalancée par la contrainte en fait, de la constructibilité du logement, qui est plafonnée à une certaine hauteur, et les bureaux à une autre hauteur.
Donc, sécurité incendie. Donc là, c'est en train de bouger, par contre. C'est vrai qu'il y a cette idée qu'il faut absolument déverrouiller un nombre de règles. Et donc là, c'est vrai que dans la mesure où on veut avoir des nouvelles densités, mais pas forcément uniquement une sorte de prolifération homogène, il y a réellement ça qui est en jeu en ce moment. Notamment dans cette façon de concevoir cette vraie mixité qui, pour moi, pour l'instant, n'est absolument pas envisageable dans la superposition à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, bon, effectivement, quand vous avez posé la question à Bruno Pinard tout à l'heure sur l'idée de construire le patrimoine de demain, c'était uniquement bureau-logement. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on déverrouille en fait, ces questions, ça sera beaucoup plus souple dans un sens et dans l'autre. En tout cas, il faudrait y arriver, parce qu'on a, comment dire, pas toujours les mêmes besoins selon les époques, et de pouvoir avoir cette flexibilité dans le temps, ça permettra de réinsuffler et ne pas avoir forcément cette fatalité d'avoir, comment dire, l'esthétique du minimalisme, parce que en fait, on aura trouvé un autre mode en fait de fonctionnement pour la société pour résoudre ce manque en fait de logements en France ou cette surdensité de bureaux par moment qui va permettre de revaloriser l'ensemble. Ça, c'est crucial. Mais tu as raison sur Jean Bouin. En fait, le bâtiment, il est par exemple complètement, il épouse en fait les contraintes urbaines de Prospect. Et Rudy en a fait quelque chose de tout à fait naturel pour autant. Tu veux intervenir, Franck ? Oui, la conformité à la réglementation, c'est pas une nouveauté. C'est pas une malédiction d'aujourd'hui, moins que. C'est une spécificité française, hein, quand même. Je crois pas. Pas moins. Non, je crois pas aujourd'hui plus qu'hier. Les mêmes réglementations en France et en Europe, quand même. Oui, mais justement. Deux exemples. Moi, j'avais été frappé en faisant des projets au Japon par le fait que la réglementation japonaise, à Tokyo en tout cas, est extraordinairement complexe et fixe très 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 précisément des règles qui sont accordées à la pente des terrains, à l'ombre portée, à des choses dont on pourrait penser qu'elles sont tellement contextuelles qu'elles dictent absolument la forme. Eh bien, il suffit effectivement de voir le résultat, de voir la pratique et les choses qui s'y construisent tous les jours pour se rendre compte à quel point des règles aussi précises que ça, mais qui ne disent pas d'avance la forme de l'architecture, aboutissent à des architectures inouïes, c'est-à-dire absolument inattendues et les unes à côté des autres. Et une autre expérience au Liban, en découvrant, en construisant là-bas, on aurait cru réellement que les règles d'urbanisme de Beyrouth, c'était les règles de la ville de Paris au tout début des années 70. Effectivement, ça avait été écrit par des Français, ça remontait à pas mal de décennies. Pour autant, c'est exactement la même chose. Et donc, on pourra imaginer un urbanisme réglementaire qui soit certainement aussi intelligent, il n'y a pas de raison, et qui pour autant ne décrive pas à l'avance la manière d'être sûr d'obtenir tel ou tel résultat. Et puis, juste une chose, quoi, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'excès, dans la caricature inverse. Le plus important, c'est l'imagination. Ce par quoi on peut apporter éventuellement des choses à un maître d'ouvrage, ou à qui que ce soit d'ailleurs, qui s'interroge, politique ou autre, qui s'interroge sur le devenir ou l'avenir de quelque chose. C'est d'abord parce qu'on devrait être relativement obligé, bien placé, je ne sais pas, obligé en tout cas, d'expliquer, de transmettre, d'expliquer, de faire partager une mémoire et de faire partager une foi effectivement dans l'avenir. Et aussi parce que c'est le programme qui rebat les cartes. On se souvient tous de ZAC parisiennes qui ont vu démolir des sheds fabuleux, qui ont vu démolir des ouvrages extraordinaires dont on est sûr qu'à l'époque même, et encore plus aujourd'hui, à quelques centaines de kilomètres en Europe, on aurait évidemment su tout conserver, pas pour conserver, pas pour être un conservateur au sens muséal, mais pour réutiliser simplement différemment. Alors c'est là où le programme bat les cartes. Et la mixité, y compris la mixité bureau-logement, on la trouve, elle existe. Mais simplement, elle pose des sujets. Donc, paradoxalement, on y échappe quand on fait un IGH. La tourelle de l'armée de l'air qui est à Ballard, voilà, il y a 35 000 m², il y a 6 000 m² de bureaux. Tout le reste, c'est des logements. Seulement, on est IGH et les deux sont mixés. Mais il y en a partout des exemples comme ça. J'ai entendu il n'y a pas longtemps à Bordeaux, je ne sais pas si ça se vérifiera, des espoirs de voir la réglementation incendie IGH bouger, de manière à ce que bureaux associés à un logement ne deviennent pas classés IGH à cause de la hauteur des logements. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est l'imagination qui est la plus importante. Et l'imagination, ça s'appelle, on peut appeler ça diagnostic, bon, moi j'aimerais autant appeler ça interprétation, mais en tout cas c'est la capacité effectivement
à susciter d'autres usages. Et si l'architecte est là pour susciter d'autres bilans et d'autres voies possibles de futur, et donc de permettre à tous de fonctionner, y compris dans l'économie, ça veut dire qu'on est vraiment dans le présent et qu'on est juste, quoi. Moi, je crois que si le rôle de l'architecte, c'est aussi d'aider en fait la collectivité et les maîtres d'ouvrage à identifier ce qui est des empêchements. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'art de la synthèse et de la créativité. C'est la base en fait de notre rôle. Mais je pense qu'il y a aussi des diagnostics partagés qu'on peut avoir dans cette identification de la ville de demain, des empêchements, parce qu'on a quand même plusieurs exemples où il y a effectivement des bâtiments qui ne méritent pas d'être réhabilités, donc ils ne le sont pas, et c'est très bien, mais on a quand même des millions de mètres carrés vides de bâtiments qui ne sont pas réhabilités parfois parce qu'il y a ces empêchements de réglementation qui, en sens, n'ont aucun sens. Donc on peut interroger simplement, souvent différents aspects, les éléments qui pourraient nous empêcher de faire, tout simplement.